C'est que je suis arrivée très jeune en France, à 20 ans, et que la culture française est très normative et que pour pouvoir s'intégrer dans cette société, obtenir ne serait-ce que des papiers ou un appartement ou se créer un réseau d'amis ou un réseau professionnel, euh, les stratégies pour pouvoir s'intégrer nécessitent en partie de gommer qui l'on est. Et ça, je crois que c'est lié à l'idéologie républicaine qui exige que chacun d'entre nous mettions de côté une part de notre culture pour euh, être français, c'est-à-dire Adhérer. adhérer à une culture dominante. Et c'est une tension permanente entre s'affirmer et se cacher. Bonjour à tous, bienvenue à une nouvelle édition de Contact qui est présentée aujourd'hui de nos studios de Paris. Oui, oui, tout à fait. Avec nous cette semaine, une journaliste, autrice, maintenant bien en selle ici. Son dernier roman, Les Manquants, a été publié ce printemps aux éditions du Seuil. Marie-Ève Lacasse est née au Canada, en Outaouais, est aujourd'hui française, un processus du combattant pour obtenir sa nationalité qui a été bien documenté dans son précédent livre, Autobiographie de l'étranger. Marie-Ève Lacasse, bonjour. Bonjour. Merci d'être là, c'est très apprécié. Merci à vous. C'est une rencontre que j'attendais avec une certaine impatience. C'est vrai? Oui, C'est parce flatteur. ça se veut peut-être flatteur, mais surtout la démonstration de ma curiosité. Votre parcours est intéressant. Vous avez déjà cité Hemingway qui disait il faut avoir eu une enfance difficile ou malheureuse peut-être pour devenir un bon écrivain. Vous voulez que je commente? Puisque c'est vous qui citiez la fois précédente Hemingway, en quoi votre enfance a été ou difficile ou malheureuse et justifie-t-elle donc ou explique-t-elle peut-être cette enfance le fait que vous soyez aujourd'hui autrice? Vous commencez avec une question difficile, délicate, et je crois que j'ai de plus en plus de mal à m'exprimer sur ces questions dans les médias, notamment parce que je vieillis, que je fais une certaine paix aussi avec ce passé et que j'ai l'impression d'avoir réglé des comptes dans mon précédent livre. Mhm. Et Les Manquants ne parlent pas du tout Du tout. de cet épisode. Mais c'est vrai que pour différentes raisons qui ont été évoquées dans Autobiographie de l'étranger, j'ai eu une enfance assez solitaire pour différentes raisons biographiques. Voilà, c'était vraiment l'objet de mon livre précédent. Comme une catharsis, ce livre? En tout cas, ça m'a transformée, c'est vrai, je ne suis plus du tout la même femme, comme si ça avait été une psychanalyse en accéléré. C'est-à-dire que beaucoup de gens vont passer 15 ans sur un divan à se raconter, ils vont faire tout un travail intérieur et puis, in fine, dans le meilleur des cas, à se sentir soulagés et libérés d'un poids. Eh bien, moi, avec Autobiographie de l'étranger, bien que ce n'était pas du tout mon intention, et par ailleurs, je ne fais pas de l'art-thérapie, mais en tout cas, j'ai compris que le fait d'affronter des choses qui m'étaient impensables, impensées, incommunicables, tabous pour moi-même, difficiles à comprendre, le fait de les affronter par l'écriture et de les mettre à jour et de les offrir aussi, c'est-à-dire de les laisser Mhm. avoir, hein, comme dans un processus psychanalytique, ça m'a changée, ça m'a transformée. Profondément, je pense que je suis devenue une femme beaucoup plus heureuse, j'ai l'impression d'être plus légère aussi depuis ce livre. Et par ailleurs, ça m'a permis d'écrire ce livre, Les Manquants, qui est désormais un livre de fiction, comme si il fallait passer par cette phase d'autobiographie pour enfin m'autoriser la fiction. Je vous assure que nous parlerons des manquants. Ça ne manquera pas au programme parce qu'on a le temps. Mais permettez-moi quand même de continuer à dérouler un peu le parcours parce que peut-être que pour bien parler des manquants, encore faut-il comprendre l'auteur ou l'autrice. Vous avez dit tabou et choses incommunicables. Or, la littérature nous expose aux intimes, ceux qui sont près de nous, comme aux étrangers. Oui, c'est le grand danger de l'autobiographie, c'est de mettre en danger ses proches, évidemment sa famille, ses amis, ses parents. Chose que j'ai fait et ça a eu des conséquences, Vous bien les sûr. aviez prévenus un peu avant? Plus ou moins parce que j'avais envie C'est de toujours jouir moins que d'une plus quand on dit ça. oui, d'une grande liberté, évidemment, d'écriture. Après, je suis persuadée que l'autobiographie, quand elle est faite de façon très sincère et profonde, c'est un geste de profonde générosité, puisque ça demande du courage de se mettre à nu, et par ailleurs, je ne l'ai pas fait
enfin, j'ai été sans compromis envers moi-même. C'est un livre assez dur, où je ne cherche pas la justification ou l'auto-justification. Et le fait d'être dur envers les autres, puis envers moi-même, nous met tous à égalité. Et voilà, je crois que le fait d'aller plonger dans quelque chose de très, très intime touche à l'universel, étrangement, je ne sais pas très bien pourquoi. Dans Autobiographie de l'étranger, j'explore ce que c'est que de se sentir étranger. Donc évidemment, moi, en tant que Québécoise en France, c'est une situation, un sentiment que j'ai ressenti à de nombreuses reprises. Mais en parlant de ce sujet à d'autres camarades autour de moi qui sont français, qui ont grandi en France, ils m'ont dit qu'ils avaient eux aussi souvent le sentiment d'être étrangers et que finalement c'était un sentiment bien plus universel que ce que Mhm. je ne pensais, notamment lorsqu'il y a un décalage social entre des gens qui, par exemple, viennent d'un milieu populaire et sont parachutés dans leur vie dans un milieu culturel ou très Mhm. universitaire. Ils ressentent ce petit décalage qu'on appelle le transfuge et qui a été beaucoup documenté ces dernières années par les romans ou la théorie. Eh bien ça, déjà, c'est une situation d'étrangeté. Ou bien quelqu'un qui, par exemple, peut être homosexuel dans un monde hétérosexuel, ou bien d'une autre couleur de peau, ou d'une autre religion dans un milieu blanc, par exemple. Et donc, finalement, chacun d'entre nous avons une part d'étrangeté. Et c'est ce sentiment-là que j'ai voulu explorer dans ce livre. Et c'est pour ça que, même s'il s'agit d'une autobiographie, je le dis aujourd'hui, même si c'est écrit roman sur la couverture, Mais c'est toujours un peu aussi possiblement un roman, c'est-à-dire que c'est une autobiographie, mais il y a une subjectivité qui, à terme, en fait un produit de roman aussi. c'est toujours une interprétation de toute façon. Et même pour revenir à la psychanalyse, à mon sens, le fait de faire une mise en récit des événements de sa vie, c'est déjà le début de la fiction, puisque déjà il y a un point de vue. Donc le point de vue, c'est quand même un outil narratologique. Donc il y a un point de vue, il y a tout un bagage de ressentis, il y a des perceptions, une structure qui fait qu'on analyse le monde en fonction de son vécu. Donc sociologiquement, on parle d'un point de vue situé. Donc je vois le monde en fonction de mon entourage ou de ma famille ou de la manière dont j'ai été élevée ou de mon milieu socio-économique. Donc en fait, c'est forcément une mise en récit, oui, qui est romancée d'une certaine manière. Mais avant d'être étrangère en France, et c'est là que les choses m'intéressent, c'est que vous avez la perception, sinon la certitude, jeune, d'être étrangère chez vous, au Canada. Oui, alors ça, c'est quelque chose qui, à mon sens, c'est dangereux comme point de vue, et j'en suis consciente, et je le dis dans ce livre. C'est Pourquoi que dangereux? c'est une perspective anti-révolutionnaire. C'est-à-dire que quand on est persuadé d'être à l'écart, seul au monde, Mais incompris, c'était votre posture, puis je dis c'est bien une posture. posture poétique, c'est une posture romantique, et c'est une posture confortable qui excuse aussi pas mal de comportements qui peuvent être méprisants, et L'avez-vous été? sans doute, en tout cas de cultiver une forme de solitude peut-être un peu poussée, et qui donc autorise à voilà, se sentir seul et délaissé, alors qu'en réalité, une vraie posture de combat, volontaire, politique, quand on est inconfortable dans une situation, dans un milieu donné, on peut aussi se rallier aux autres, on peut former un collectif, on peut se battre. Et je crois Mais il n'y a que pas c'est... d'obligation pour autant. On peut aussi choisir de s'exiler parce que c'est une meilleure solution que de rester là où on est. En tout cas, j'en ai eu la possibilité, ce qui est déjà une énorme chance, hein. C'est-à-dire que j'en ai eu la possibilité parce que chez moi, les études étaient encouragées, donc j'ai pu faire un échange universitaire, et aussi parce que mes parents avaient les moyens pour financer en partie mes études pendant quelques années, au début de mes études universitaires. Donc il faut quand même rendre à César, c'est-à-dire que Mhm. cet exil, ce culte de I Did It My Way, par exemple, cette chanson que je trouve assez insupportable, à vrai dire, c'est qu'on n'est jamais seul. Il y a toujours des gens qui nous aident, que ce soit des profs, que Mais ce j'ai soit l'impression des... que vous vous répondez à vous-même, c'est-à-dire à la jeune femme que vous avez déjà été, parce que je comprends parfaitement ce que vous me dites, le I did it my way. C'est très, très rare que c'est avéré. Il C'est y a... impossible, et c'est une chanson pour moi très euh, masculine, cette espèce de culte de l'homme qui réussit seul et qui exulte dans ses désirs et qui va conquérir le monde et qui finalement va s'affranchir de tout. En réalité, pour moi, c'est aussi une posture de lâcheté et d'ingratitude envers ceux et celles qui l'ont éventuellement élevé, aimé, choyé, encouragé. Et puis, on n'est jamais seul. Par exemple, les grands artistes ont souvent un atelier, des gens qui les aident, des assistants, des assistantes surtout. Et je ne veux jamais oublier le fait que, en tant qu'écrivaine aujourd'hui, j'ai aussi beaucoup de... comment on appelle ça? En français, Non, j'ai un trou de mémoire.
Est-ce que je peux vous proposer, pendant que vous êtes justement à réfléchir à ce mot que vous cherchez, est-ce que je peux vous proposer une définition que vous avez déjà faite alors que vous étiez journaliste d'un personnage, une femme que vous aimez bien, Madame Ferring, Alice Ferring. Vous la décrivez et je vais remplacer le nom de Ferring. Marie-Ève Lacasse est dans la vie, comme dans ses livres et ses articles, tour à tour accessible, sombre puis secrète, toujours intransigeante, comme quand elle cherche le mot exact. Oui, oui, c'est vrai que Alice Ferring, si je peux me Je permettre parle de Marie-Ève Oui, oui, Lacasse. oui. J'ai pas toujours envie de me projeter dans mes invités, parce qu'Alice Ferring est une journaliste qui écrit sur le milieu du vin et j'ai beaucoup de respect pour elle et j'ai pas envie toujours de m'identifier, mais c'est quelqu'un Mais qui... la description que vous en faites, puisque vous êtes qui vous êtes, me oui, je semblait pense. aussi Oui, peut-être oui. vous coller. Je suis très intransigeante, très dure, très très dure envers moi-même et donc dure envers les autres. Je ne supporte pas la paresse, la désinvolture. J'avais totalement compris ça sans jamais qu'on se soit croisés. Je ne sais pas très bien pourquoi j'ai un rapport à la vie qui est assez intense. Par exemple, pendant très longtemps, j'étais persuadée que j'allais mourir avant l'âge de 30 ans, pour différentes raisons. J'ai vécu j'ai rêvé toute ma vie, et encore une fois, je ne tiens pas ici à mêler mon histoire à la vôtre, mais jusqu'à 30 ans, je pensais que je mourrais avant 32, 33 ans. Parce que je crois que 32, 33 ans, c'est aussi l'âge de raison où on doit évidemment devenir un adulte et faire des choix qui seront définitifs Ou c'est d'une certaine christique, manière. si on se prend Ou terriblement au sérieux. Oui, oui, ou rock'n'roll. Hein, rock'n'roll, ce serait 27 ans en réalité. Alors pour différentes raisons, donc pour revenir à mon enfance épouvantable dont on parlait tout à l'heure. J'ai jamais dit qu'elle était épouvantable. Mais j'aime bien faire un peu d'ironie sur moi-même. Je savais que je voulais devenir artiste et c'était quelque chose qui n'était pas possible dans le milieu dans lequel j'ai grandi pour différentes raisons. Mes parents étaient inquiets, comme beaucoup de parents qui viennent souvent de milieux populaires. Être artiste, c'est être bohème, c'est ne pas être sérieux, c'est être traîne savate, c'est pas gagner sa vie, c'est risquer la précarité, la pauvreté, etc. Donc parce que vous venez d'un milieu populaire? Non, je viens pas d'un milieu populaire. Mes parents viennent eux-mêmes d'un milieu populaire. Mon grand-père était mineur, mon grand-père maternel, qui vient de l'Abitibi, et mon grand-père paternel tenait une petite épicerie dans un village. Donc, en fait, voilà, un milieu ouvrier. Et mes parents, eux, qui sont baby-boomers, ce sont, comme toute cette génération, enfin beaucoup de gens de cette génération, élevés par les études, embourgeoisés. Et donc, moi, j'ai eu une enfance choyée au niveau économique, social et au niveau des études. Avec une valorisation de ces études, bien sûr, justement. Mais mes parents avaient gardé des stigmates de la peur de la pauvreté et ils ont toujours voulu pour moi, évidemment, le meilleur et la sécurité. Je suis fille unique et donc ils estimaient que comme j'avais des dispositions pour la littérature, plus que pour les mathématiques, disons, en tout cas toutes les matières littéraires, eh bien, il fallait faire de moi une prof de français ou voilà, choisir un métier stable. Comme d'ailleurs l'héroïne principale des Manquants. Oui, notamment. Notamment, oui. Bon, j'étais aux prises avec un dilemme profond, c'est-à-dire déjà, il y a la dynamique de l'enfant unique qui fait que c'est difficile de complètement se rebeller. Et puis, en même temps, la certitude très profonde que je n'allais jamais devenir professeur de français. Et il se trouve que j'ai été élevée chez les Bonnes Sœurs, dans une école très, 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 très dure, très rigoriste, dans l'Outaouais, qui s'appelle l'école Saint-Joseph, qui était une école, à mon sens, du 19e siècle, donc avec une énorme sévérité, l'obligation d'aller à la messe, une façon d'enseigner qui était pour moi d'un autre temps, avec très très peu de temps libre, très peu de liberté, une école non mixte avec des uniformes. Bon, je sais qu'au Québec c'est très fréquent, mais en tout cas moi j'ai vécu cette éducation comme étant à la fois très enfermante et très asséchante pour l'imaginaire, pour la liberté intérieure, pour la découverte, pour la sensualité, pour tout un paquet de choses merveilleuses qu'on est censé découvrir à l'adolescence. Et je crois qu'en sortant de cette école, je cherchais une voie artistique qui m'était empêchée. Et comme j'en arrivais à cette espèce de conflit, j'étais persuadée que j'allais mourir avant l'âge de 30 ans. Et voilà, c'est là où on en est arrivé là. C'est-à-dire que le cap des 30 ans a été largement franchi aujourd'hui. J'ai réussi à devenir artiste, finalement. C'est quelque chose qui est arrivé.
Mais je ne fais pas que ça, déjà pour des raisons économiques, mais aussi pour des raisons intellectuelles. Je veux dire, ça me plaît aussi d'être journaliste, c'est pas non plus une contrainte, c'est une immense joie. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a ce petit parcours. Vous avez parlé d'intransigeance tout à l'heure. En tout cas, je ne sais pas si c'est tout à fait le mot, mais c'est une question d'être très fidèle à soi. Et pour moi, Mhm. si c'est impossible d'être fidèle, mieux vaut choisir la mort. Et il y avait quelque chose comme ça de très Qui ne se romantique. négociait Ça pas. ne se négocie pas. Et donc, c'est aussi pour ça que cette posture romantique, je la trouve aujourd'hui un peu faible et victimaire, parce que c'est plus difficile de se battre. C'est Et vous beaucoup. étiez aussi toute jeune. C'est-à-dire qu'il est Oui, oui, possible j'étais de ne jeune, pas oui. se bien connaître à 14 ans Oui, quand on oui. lit son premier roman, par exemple. Oui, ce qui est à mon sens quelque chose d'assez regrettable de publier si jeune. Et je crois que toute forme de précocité est questionnable. Par exemple, je pense aux jeunes danseuses ou aux jeunes pianistes ou aux sportifs, aux enfants qu'on encourage très jeunes, très tôt, à passer beaucoup de temps au gymnase ou au conservatoire. Souvent, j'ai le sentiment que ça cache quelque chose, une forme de fuite ou de mélancolie. C'est une disposition particulière. C'est certains types d'enfants qui choisissent cette voie et Hmm. qui finissent par la choisir volontairement, parce que c'est pas vrai que, certes, les parents, bien sûr, doivent être là derrière pour emmener l'enfant au gymnase ou je ne sais où pour les cours, etc. Et ça prend tout un dispositif. Mais à un moment, cette autodiscipline vient de l'enfant lui-même. Et pour moi, ce motif, ce mobile, il cache quelque chose. Et je sais que dans mon cas, la précocité intellectuelle liée à la littérature et à l'écriture était une forme de fuite en raison aussi de cette éducation très, très enfermante. Et la littérature, chez les Bonnes Sœurs, il y avait une grande bibliothèque et était la seule Hmm. fenêtre vers la vraie vie, c'est-à-dire les histoires d'amour, La sensualité, bien sûr sinon la la sensualité sexualité. aussi, mais aussi la violence, les mythes, c'était merveilleux, les mythes grecs, parce qu'à l'intérieur de tous ces mythes, il y avait toutes ces dimensions de l'être humain qui nous étaient complètement cachées. Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça, que le désir, quel enfer. Et donc, j'ai découvert grâce à cette bibliothèque, oui, une autre manière d'exister, d'avancer, d'être au monde, et c'est comme ça que je suis devenue écrivaine. Vous avez été encouragé à ce moment-là par vos parents. Vous parliez de cette précocité, des dangers inhérents à la précocité, mais est-ce que vos parents euh, nourrissaient ce talent, cette précocité, au point de vous montrer la voie jusqu'à ce qu'ils réalisent peut-être que ça scelle votre destin d'artiste, ce qu'ils ne voulaient pas, mais est-ce qu'ils étaient derrière vous là-dedans, dans cette démarche? Je crois qu'il y avait un regard ambivalent, puisque évidemment la jeune fille est un danger en puissance. La jeune fille peut susciter du désir, elle peut avoir des relations sexuelles, elle peut avoir des grossesses non désirées, donc tout ça est très très dangereux. Et elle peut jouir de son corps, elle peut provoquer le désir. Donc Mais vous parlez des finalement, bonnes sœurs ou de vos parents, non, là? non, je vais vous raconter toute cette histoire. Donc le fait d'être enfermé dans sa chambre et de lire est rassurant, je crois, dans un cadre parental Contrôlant. contrôlant. C'est très rassurant et c'est une activité valorisante et valorisée, puisque c'est le travail de l'esprit, c'est quelque chose qui aussi permet de sarcler euh, une liberté potentielle. C'est-à-dire, on sait que la jeune fille, elle est à la bibliothèque et elle lit. Or, à un moment, quand cette littérature se transforme en acte créatif, où il peut y avoir de la subversion, là, ça devient quelque chose de dangereux. Et j'ai quand même eu le sentiment que de temps en temps, un peu plus que le sentiment d'ailleurs, eh bien, il y avait des lectures qui étaient faites par-dessus mon épaule, hein. C'est-à-dire qu'à un moment, ce qui était produit, ce qui était écrit, surtout lorsque ça parlait de la mort, notamment, mon premier recueil de nouvelles est très gothique, eh ben, c'est quelque chose qui pouvait éventuellement inquiéter, et à juste titre d'ailleurs. Qu'est-ce que c'est cette dimension cachée chez une jeune fille qui Mhm. est obsédée par la mort si jeune. Donc je pense qu'il y avait une relation ambivalente de mes parents par rapport à cette passion. Oui, mais comme si les parents sont toujours surpris que leurs enfants, que ce soit un garçon ou une fille, puissent avoir une sexualité à lui ou à elle, ou des pensées sur la mort. Oui. Comme si soudainement on découvrait que sa chair, pour faire court, euh, pense pour soi et non pas Oui, oui. comme les parents. Oui, c'est tout à fait cela. Et je crois que c'est quelque chose qui met mal à l'aise. Et ça dépend aussi, bien sûr, des familles et de la place qu'occupe le plaisir à tout niveau, enfin de la libido au sens large dans une famille. Et moi, je sais que c'était pas quelque chose dont on parlait facilement. Et oui, je crois qu'il y a eu une forme de contrebalancier par la création, une forme de sublimation aussi, hein.
Et voilà. Et ensuite, il y a eu quelques années sans écriture pour toutes sortes de raisons, notamment parce que j'étudiais beaucoup et c'était important pour moi d'être première de la classe. Et ensuite, il y a eu ce premier livre à 20 ans, Ainsi font-elles toutes, sous pseudonyme, qui est un livre pour le coup très, très érotique sur la vie d'une libertine, etc. J'étais complètement habitée par la littérature de Philippe Solers. Enfin, j'ai bien changé depuis, mais en tout cas, j'ai m'étais mangé toute son œuvre. Et donc, j'ai été traversée par toutes ces Mais c'est émotions. extraordinairement intéressant, euh, compte tenu de ce que je soupçonne que votre féminisme aujourd'hui ne doit pas parfaitement résonner avec la pensée de Philippe Solers, Ah, tout mari qu'il soit, de Julia Kristeva. Non, c'est plus que le fait d'être un homme marié. Je crois Je ne parle avoir... pas du fait qu'il soit marié, mais associé dans la vie à quelqu'un qui, à sa manière, est certainement aussi féministe. Je parle de Julia Kristeva. Ah oui, je ne sais pas. Je ne parle pas de Solers Oui, comme oui. féministe. En tout cas, Pour c'est avoir vrai fréquenté que... les deux ou parlé aux deux, je me dis, il y avait peut-être là, à 20 ans, euh, une erreur sur le personnage. Le mot que je cherchais tout à l'heure, c'est les déterminismes. Voilà, c'est revenu comme un flash. Oui, oui, alors justement, ça, c'est très difficile d'assumer aussi que ces passions passées se métamorphosent au fil des années. En tout cas, c'est vrai que j'ai été fascinée par une forme de structure très ancienne du désir et des relations hétéro-patriarcales en règle générale. C'est-à-dire que... Parce qu'aujourd'hui, femme, j'imagine que vous ne le relisez pas de la même manière qu'à 20 ans. Alors, je ne l'ai pas relu, je l'ai lu 2 fois, Femme. La dernière fois, j'avais 28 ans. Je suis toujours aussi admirative du style de Philippe Solers. C'est un grand, grand, grand styliste. Et aussi, je dois reconnaître que c'est quelqu'un qui m'a ouvert une bibliothèque, qui m'a vraiment montré la voie. Même si j'ai étudié en littérature, on peut être un peu perdu quand même devant la pléthore de textes. Et puis, c'est vrai que grâce à Solers, j'ai découvert beaucoup, beaucoup d'auteurs du XVIIIe siècle, notamment que je n'aurais pas découvert autrement. Il a été une clé aussi, m'a permis de lire ces textes avec un certain regard, et pour ça, je lui en suis reconnaissante. Mais quand même, toute l'idéologie extrêmement bourgeoise, conservatrice, voire versaillaise, anti-révolutionnaire d'une certaine manière. Versaillaise, j'aime bien. Ben oui, parce qu'il a un côté très aristocrate, etc., qui vraiment aujourd'hui, je trouve poussiéreuse et inintéressante. Et puis évidemment, son regard sur les femmes qui, pour moi, ne me parle plus du tout. Et pour le coup, là, il y a une révolution copernicienne dans ma vie autour de ça qui est liée au féminisme. Et même si j'étais féministe avant, aujourd'hui, la théorie est passée dans mon corps et dans ma vie. C'est-à-dire que vous avez changé de soleil, si on parle de révolution copernicienne. Voire de planète ou de galaxie. Oui. Alors, déterminisme, qui est le mot qui nous embêtait tout à l'heure quand on parlait de ceux qui nous accompagnent, quand on se façonne, quand on construit son personnage. Et c'est ce que vous avez fait. Je veux revenir justement à cette idée du choix de l'exil et d'une certaine manière de ce que ça signifie. Puis vous me corrigez si le mot n'est pas le bon, mais d'acculturation, c'est-à-dire que vous êtes gommé, ou la partie canadienne, québécoise, a été gommée au profit de quelqu'un qui est certainement toujours Marie-Ève Lacasse, mais qui est aussi quelqu'un d'autre. Et qui a d'ailleurs fait, je le disais en présentation, le parcours du combattant pour devenir française. Jusqu'au nom qui vous embête, Marie-Ève Lacasse, que vous trouvez d'une banalité confondante, peut-être trop marquée. Mais que j'assume. J'espère que vous l'assumez, c'est le degré zéro quand même. Non, mais j'aurais pu écrire sous pseudonyme. Vrai, mais vous auriez été condamné jusqu'à la fin de vos jours à être quelque part, à tout le moins sur votre baptistère, si tant est qu'il y en ait un, Marie-Ève Lacasse. Oui, oui. Alors, je sais que c'est une question très délicate et douloureuse pour les Québécois parce que c'est une forme de renoncement et puis aussi une façon d'embrasser la culture dominante qui est dans un contexte colonial toujours problématique. Et je veux décoder parce que ça fait beaucoup de concepts. Problématique dans un contexte colonial. Les Québécois, le regard qu'ont les Québécois sur la France, par exemple? Oui, c'est-à-dire que je crois que les Québécois, se distinguent par une culture qui est la leur, qui est propre, une langue, des chants, des habitudes, tout un folklore qui est celui des Québécois, qui n'est pas celui de la France. Et le fait d'avoir quitté cette culture pour embrasser la culture française peut être vécu pour les Québécois comme un camouflet, un renoncement, comme si
il y avait quelque chose qui avait été, vous avez dit gommé, mais c'est tout à fait ça. Et j'ai envie d'expliquer un peu les raisons pour lesquelles j'ai été obligée, j'ai été sommée de le faire. C'est que je suis arrivée très jeune en France, à 20 ans, et que la culture française est très normative, et que pour pouvoir s'intégrer dans cette société, d'obtenir ne serait-ce que des papiers ou un appartement ou se créer un réseau d'amis ou un réseau professionnel, euh, les stratégies pour pouvoir s'intégrer nécessitent en partie de gommer qui l'on est. Et ça, je crois que c'est lié à l'idéologie républicaine qui exige que chacun d'entre nous mettions de côté une part de notre culture pour être français, c'est-à-dire adhérer à une culture dominante. Et c'est une tension permanente entre s'affirmer et se cacher. Et c'est très inconfortable, et c'est quelque chose que j'explore beaucoup dans Autobiographie de l'étranger, ce qui amène à plein de situations qui mettent mal à l'aise. Par exemple, c'est le fait de parler avec un accent français, comme on dit au Québec, et puis de sortir son passeport canadien, et quelqu'un vous dit « Ah, vous êtes canadienne ?» Et tout à coup, de sentir ses joues s'empourprer. Et on se demande... Comme si vous étiez coupable de quelque chose. Ou honteuse, alors qu'en fait, il n'y a absolument aucune raison d'avoir honte, et puis encore moins d'être coupable. Et c'est le fait de singer quelque chose, et le fait d'être prise la main dans le sac, qui crée une forme de malaise et de trouble, et qui a suscité pour moi, en tout cas, un terreau littéraire très intéressant, important. Et je crois que la raison pour laquelle je suis si libérée de tout ça aujourd'hui, c'est que j'ai mis à jour tout ça. J'ai voulu dire, voilà, là, je me suis sentie mal à l'aise parce que j'ai caché qui j'étais, on l'a découvert, et bien maintenant, je vous livre tout ça. Et comme je ne me cache plus, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, même, je dis toujours que je suis canadienne, j'en parle dans mes articles dans Libération, j'écris sur le vin et la gastronomie, et il m'arrive très régulièrement de faire écho à notre culture québécoise, ou bien quand la reine est décédée, j'ai aussi fait un papier dans lequel j'exprimais notre position de Canadiens vis-à-vis de la reine, en tout cas qui est la mienne, et qui, je pense, pourrait éventuellement recouper celle d'autres Canadiens. En tout cas, c'est quelque chose que je ne gomme jamais, et j'ai mis beaucoup de temps à mettre ça au jour. Je vais me permettre une audace réellement, et vous pouvez m'arrêter, me stopper, parce que j'ai eu l'impression de lire sur votre visage. Je ne préciserai pas le contexte pour éviter qu'on puisse associer les personnages à ce que je vais décrire, mais je vous ai vu dans un événement littéraire où vous étiez invité avec d'autres femmes à commenter votre roman, accompagné de Québécoises. Et c'est vous qui donniez là au départ, vous parliez de votre parcours, y compris de ce que vous avez traversé pour devenir française. Et à 2 reprises, j'ai vu vos consoeurs prendre la parole, pas de façon banale, mais peut-être un peu malhabile dans un contexte français. Je vous ai vu les regarder. Et là, je vous vois me regarder, me fusiller du regard. Non, j'ai peur de ce que vous allez dire. Et je vous ai vu réfléchir dans votre fort intérieur, ou revenir à ce que vous étiez il y a très longtemps et vous dire « Voilà pourquoi je ne suis pas québécoise. » Non. Là, vraiment... J'ai eu l'impression Non, mais vraiment, je crois que c'est une mauvaise interprétation. Et par ailleurs, dans Autobiographie de l'étranger, je raconte à quel point... Je vais vous dire peut-être ce qui vous a induit en erreur. C'est une forme de traduction, bizarrement, de passer de la langue québécoise à la langue français de France. Et dans Autobiographie de l'étranger, je raconte, par exemple, à quel point, pour tous les objets du quotidien, puisque ce sont des objets dont j'ai appris le nom en québécois, je suis obligée de traduire en permanence dans leur signification française. Et je crois que quand je me retrouve en face d'un Québécois ou d'une Québécoise, je traduis. Et je suis obligée d'adapter ma langue intérieure à un registre qui était celui d'avant ou qui est celui de ma langue maternelle. Et donc, je crois que c'est plutôt cette manière pour moi c'est difficile de danser entre les 2 langues quand je suis face à des gens qui parlent... C'est déjà marrant de parler 2 langues. Ma langue intime, ouais. Et aussi ma langue secrète, d'une certaine manière, et qui est pour moi réservée à mon foyer, celui au Canada, et un passé, etc. Et je crois que c'est plutôt cette espèce de petit trouble. Mais non, je ne ressens pas le mépris non, vraiment pas. Je ne pensais pas à du mépris, peut-être un jugement sur ce que vous avez fait pour devenir ce que vous êtes aujourd'hui, parce qu'il y a une exigence, et je le conçois.
il y a une exigence pour être arrivé à vous imposer, à, ne parlons pas de ce qu'on gomme, mais de ce que vous avez ajouté à votre vocabulaire et à votre édifice intellectuel pour Mmh. prendre votre place. De toute façon, tout parcours intellectuel est difficile, que l'on soit français ou pas, et Mhm. donc ça nécessite beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Pour chaque livre, il y a au moins 3 livres qui ne sont pas publiés. Entre-temps, j'ai écrit je ne sais combien de pièces de théâtre qui n'ont jamais vu le jour. Combien de livres ont été lus, combien d'années d'études, combien de rencontres, de voyages. Enfin, je veux dire, toutes ces étapes, finalement, n'ont rien à voir avec le fait d'être française ou de ne pas être française. C'est comment on devient artiste. Eh bien, c'est juste en se constituant un énorme... faut se donner le temps, en fait, c'est très long. Quand vous étiez à expliquer tout à l'heure ce qui peut être douloureux pour les Québécois qui vous écoutent, parler de votre processus, évidemment, vous ne pouvez que l'assumer parce que vous avez dit déjà, je me suis géographiquement suicidé. Et il y avait quelque chose aussi dans l'autobiographie et dans certains de vos propos qui ont précédé l'autobiographie, il y avait quelque chose de l'idée de brûler vos vaisseaux, c'est-à-dire de créer les conditions pour que jamais vous ne puissiez revenir en arrière. Et à la rigueur, il faudra peut-être, je ne sais pas si le mot encore une fois est le bon, mais insulter ou prendre à partie ce qu'on laisse pour être bien certain que plus jamais on y fasse de la place ou qu'on vous fasse de la place là-bas. C'était pas quelque chose que j'ai fait volontairement en me disant voilà, ça y est, maintenant je vais tirer sur tout le monde et je vais partir en claquant la porte. Mais au final, c'est vrai que c'est ce que j'ai fait. C'est-à-dire que je me suis fâchée à peu près avec tout le monde. Et je crois que je créais en effet les conditions de mon exil, puisque la tentation de revenir peut être très grande. C'est beaucoup plus confortable de grandir et de rester, de travailler là où on connaît tous les codes. Et c'est beaucoup plus difficile de s'expatrier et d'être en permanence en train justement de faire ce petit travail de traduction, mais aussi de sentir un déclassement, puisque évidemment quand on quitte son pays, on doit accepter de ne pas retrouver exactement son confort, hein. Donc en fait, tout est revu un peu à la baisse, par exemple en termes de diplôme, en termes de confort matériel, en termes de facilité, de réseau. On n'a rien du tout, en tout cas moi j'avais rien du tout. Et donc forcément, ça nécessite un énorme effort. Et c'est vrai que quand je reviens au Canada, parfois, moi, je me sens bien. Enfin, j'ai la sensation de mettre des petits chaussons et ça pourrait être très facile de glisser, de me dire, allez, je me réinstalle, etc. Et c'est vrai que les La conditions... tentation du confort. Oui, bien sûr. Et le fait de vivre en France aujourd'hui, donc j'ai un enfant, j'ai un travail, j'ai des amis, je veux dire, ma vie, elle est ici. Et pas tant que ça au Canada, eh bien, c'est vrai que d'une certaine manière, comme disait Françoise Sagan, le clapet de la vie s'est refermé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense qu'un retour serait difficilement envisageable. En tout cas, pour l'instant, c'est pas prévu. Personne ne le demande non plus. Voilà. Si tout le monde est content. Non, c'est pas tellement ça, mais si vous êtes contente, puisqu'après tout, il n'y a que vous qui vivez votre vie. Oui, alors je pense que mes parents aimeraient bien que je revienne un peu plus souvent, hein, pour être honnête. Voilà, mais ça, c'est l'histoire. On a parlé tout à l'heure de libido. Vous avez parlé de libido, mais la libido ne s'applique pas, je pense, qu'à nos passions charnelles, le désir, l'envie, la sensualité s'exprime de beaucoup de façons. C'est un peu ça aussi la France, je pense. Oui, tout à fait. Est-ce qu'il n'y a pas d'abord un premier grand coup de foudre lorsque vous débarquez à 20 ans, 18 ans? Non, c'était avant. En fait, j'ai eu une chance incroyable. Quand vous gagnez votre Oui. prix, pardon, c'est plus jeune donc. À 14-15 ans, j'ai écrit une nouvelle pour le journal Voir qui existait dans l'Outaouais. Je ne sais pas si ça existe encore, le Voir dans l'Outaouais. Et le premier prix, c'était de faire un voyage en France, dans le Var, pendant 2 semaines pour découvrir la région. Et j'ai menti sur mon âge, j'ai dit que j'avais 18 ans, mais c'était pas vrai. Et j'ai gagné ce prix et ils m'ont quand même envoyé en France. Et à ce moment-là, j'ai eu un choc très, très Sensuel. grand, très sensuel, parce que je voyais déjà, vu le milieu dans lequel aussi j'ai évolué le reste de l'année chez les bonnes sœurs, il faut dire que là, le choc était d'autant plus grand. Donc en fait, c'était évidemment la mer, le soleil, la végétation, les fleurs, la nourriture. Je me rappelle d'une bouillabaisse qui m'a complètement émue, les conversations, et puis aussi un certain sens de la langueur et du temps et du droit aux vacances, mais les vacances de l'esprit aussi, et de profiter des belles choses. Et je me rappelle que les parents dans lesquels j'étais hébergée dans une famille, et les parents étaient très permissifs, et en tout cas dans mon regard. Et je me rappelle, il y avait une fête, et j'avais eu droit d'aller dans cette fête, et j'avais dansé toute la nuit avec un superbe Antillais qui m'avait montré à danser une danse. Et je me rappelle m'être dit, mais qu'est-ce que c'est que ce pays
dingue, c'est un paradis en fait, c'est le paradis des sens et en même temps de l'excitation intellectuelle et de la liberté et du goût aussi. C'est-à-dire, je pense que je fais juste une petite parenthèse amusante, mais j'en parle dans Autobiographie de l'étranger. Ma mère a eu un accident quand j'avais 6 ans et elle a perdu, suite à cet accident, le sens du goût et de l'odorat. Donc aujourd'hui, on en parle beaucoup depuis le Covid, mais elle l'a perdu pour tout le reste de sa vie. Et donc j'ai dû être son nez et son goût pendant toutes les années où on a vécu ensemble. Et donc je crois que j'avais déjà cette curiosité pour la bouche, le nez, toutes ces sensations autour de la nourriture. Et c'est vrai qu'arrivé en France, tout était merveilleux. Même je me rappelle du pot de la laitière, ce petit pot de yaourt à la vanille en verre. Et quand on glisse la cuillère, ça fait ce petit bruit cling-cling. Et enfin, je me suis dit, moi, je veux vivre dans ce pays et dès que je pourrai partir, je prends le premier avion. Et c'est ce qui s'est passé. J'ai eu une sorte un contrat à Crépuc, donc l'équivalent d'Erasmus. Et je suis partie dès que j'ai pu et je suis jamais rentrée. L'intelligence peut être, quant à moi, extraordinairement sensuelle aussi. Sexy, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose... Non, mais c'est... Puisqu'on parle de ça aussi, c'était la rencontre de plusieurs choses, du plaisir de la conversation. Je pense qu'intelligence est sexy. Il y a quelque chose d'extraordinairement émoustillant. Pourtant, quand on parle de ces choses, on va parler du gabarit de la personne à la rigueur, première image, première sensation, mais je dis au contraire, il y a aussi l'intelligence. C'est un peu ça aussi, c'est de flirter avec d'autres formes de sensualité que de s'exposer à cette France. Oui, sans doute. Et puis, c'est aussi mettre des mots dans les plaisirs charnels et nommer les mots dans les choses, savoir les apprécier. C'est-à-dire que quand on parle d'un plat et qu'on en parle avec une forme de sophistication, il a encore meilleur goût. Et pareil pour le vin, donc il y a une passion que je vais découvrir plus tard. Pour moi, ça a été une façon très poétique d'entrer dans un champ qui m'était inconnu, assez inquiétant. Et soudain, le fait de pouvoir nommer mes sensations a amplifié mon désir et ma connaissance et mon amour du vin en passant par la langue. Et c'est vrai de l'amour aussi? Oui, c'est vrai de l'amour. Oui, je pense que écrire sur l'amour rend amoureux. En tout cas, Peggy dans les phares, par exemple, qui est un roman amoureux. Mm-hmm. Je l'ai aussi écrit parce qu'à cette époque-là, j'avais une histoire d'amour assez flamboyante et c'était une manière de draguer la personne que j'aimais, oui, je pense. Une manière de communiquer, donc? Une manière, comme vous l'avez dit, d'habiter dans les mots, par les mots, une histoire d'amour, en tout cas une sensualité. En vous lisant, je me suis fait la réflexion, est-ce qu'on se leurre en pensant, peut-être que les choses ont aujourd'hui bien changé, en fait, probablement qu'elles ont bien changé, mais est-ce qu'on se leurre en pensant que la sexualité n'est plus un tabou? Parce que c'est facile de penser qu'on a traversé tous ces tabous. Or, je repense à la jeune femme qui écrit sur ses désirs que vous étiez. Alors évidemment, élevé chez les bonnes sœurs, ça n'aide pas, ou au contraire, ça aide à Pour Georges développer les Bataille, fantasmes. ça aide beaucoup. C'est-à-dire à partir du moment où il y a une interdiction, bien sûr, On est d'accord. il suffit de se prendre par la main pour jouir. Enfin, je veux dire, je pense que les interdictions sont une bénédiction, à vrai dire, pour Bénédiction l'érotisme. est le bon mot ici. Oui, c'est sûr. Je suis complètement traversée par ce vocabulaire catholique déterminé, qui me dérange, à vrai dire, mais j'arrive pas à me laver de tout ça. Donc voilà, oui, je pense que c'est une forme de chance, en tout cas, d'être traversée par l'interdiction ou par le fait que... Oui, je pense. En fait, je vais reformuler ma question. Est-il possible qu'encore aujourd'hui, le désir soit coupable, surtout quand il est débordant? Il fait toujours peur, j'ai l'impression, le désir. Que c'est... Mais de quel désir parle-t-on? Si c'est un désir destructeur qui va au détriment de la protection des plus faibles, par exemple, c'est quelque chose qui peut être condamnable, oui. Mais je parle du désir amoureux et du désir de la pulsion sexuelle au premier degré. Alors, qui se fait pas aux dépens de quelqu'un, pas dans un rapport de bourreau à victime. Mais encore aujourd'hui, j'ai le sentiment que ça reste un continent noir, le désir, et qu'on fait gaffe, qu'il nous fait peur, ce désir.
En tout cas, dans mon cas, c'est pas une question à laquelle je réfléchis parce que je rencontre pas vraiment ce problème. J'ai assumé ces désirs. Pour moi, c'est beaucoup plus difficile de les assumer, par exemple, lorsque, on a, envie de changer de vie, par exemple, et que, ça suppose de, vivre complètement autrement. En fait, tout ce que Mmh. j'ai pu, explorer dans les manquants, par exemple, le fait de se dire: «Ça ne va pas, je ne suis pas heureuse dans une relation, hétéropatriarcale normée, je dois quitter ce type de monde Vous avez pour» vécu ça, vous? Des bien rela sûr, et je dois quitter ce type de relation et donc ça suppose de renoncer au confort, d'inventer un autre type de plaisir, de repenser des relations amicales ou sexuelles. Pour moi, ces difficultés, elles sont plus à ce niveau, c'est-à-dire se déconstruire, Mmh. faire déplacer les affects pour, finalement désirer des choses qu'on ne pensait pas désirables parce qu'elles n'étaient pas valorisées comme désirables. Ça, pour moi, c'est, intéressant et à la fois philosophiquement et d'un point de vue littéraire. La question des tabous par rapport au désir, moi, c'est je dois vous avouer que c'est pour l'instant, je n'arrive pas à répondre à cette question. Mais ça débouche néanmoins sur un territoire fertile, qui est celui des rapports, comment vous m'avez dit? Hétéropatriarcal. Hétéropatriarcal normés. Hem, Qui sont mis en scène dans les manquants oui, et toutes ces évidemment. femmes vont tenter de justement ajuster ou en tout cas Alors pour d'aligner leurs désirs avec plaçons qui oui, peut-être la scène, Les Manquants, dernier roman. 3 personnages féminins principaux qui, à tour de rôle, vont parler toutes d'un homme qui est absent, disparu, et qui a des relations évidemment avec toutes ces femmes. Elle témoigne devant un commissaire de police, un inspecteur, parce qu'il est disparu, porté disparu, enfin depuis peu de temps porté disparu, mais néanmoins disparu depuis 2 ans. Processus narratif d'ailleurs intéressant, inspiré de Kurosawa, je pense. oui, Euh, alors en quoi c'est révélateur de ce pattern hétéro patriarcale. ah, Parce que dans ce livre, les personnages vont tourner le dos à cette habitude que l'on rencontre dans la littérature où la femme attend. C'est-à-dire l'homme part et mhm. la femme attend, elle se languit, elle va espérer des messagers, des lettres, plus tard dans l'histoire de la littérature, des coups de fil. On rencontre ça aussi dans les séries, dans les films. Il y a une attitude où la femme est incomplète en tant qu'être et donc l'homme qui est un, lui, peut vivre sa vie, quitter la maison, aller conquérir des mondes, Ulysse. Et donc j'ai voulu... C'est marrant parce que je rigolais en vous écoutant et je pensais à Nicole Croisé, il y a téléphone-moi. Et c'est exact. Non, mais enfin, je comprends que c'est trivial, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que ma vie n'aura de sens que si tu m'appelles. Voilà, et cette attitude est la résultante d'une propagande qui est pour moi une propagande portée par l'histoire de la littérature, notamment dans les contes et aussi dans les livres, où finalement l'organisation des couples hétérosexuels va comme suit. La femme reste à la maison, elle s'occupe des enfants, l'homme vit sa vie et elle n'a qu'à espérer son retour puisque c'est lui qui, évidemment, travaille, est libre de ses conquêtes, de son travail, de son corps, de son épanouissement intellectuel et la femme ne doit que rester à la maison et attendre. On connaît tout ça par cœur. Ben, on est dans l'archétype féminin. Pénélope qui attend à Ithaque que Ulysse revienne. Tout à fait, et cette attitude passive rend les femmes malheureuses. Mais on a parlé de relations hétérosexuelles, mais ce type de relation peut aussi se produire dans des relations homosexuelles féminines, par exemple, où une des deux femmes peut aussi endosser, voire copier cette structure qui est assez pratique, à vrai dire, qui est assez jouissive pour la personne qui jouit de cette liberté. C'est beaucoup mieux, enfin, à mon sens, de dominer, enfin, c'est plus agréable d'être la personne qui voilà, jouit de son temps, de ses mouvements, de son argent, et puis rentre à la maison. Et Mais puis, ça pose la question, est-ce que voilà. c'est une affaire masculine ou c'est essentiellement le rapport de force, le rapport de pouvoir qu'on peut établir entre garçons, entre femmes ou dans un contexte hétérosexuel? C'est dès lors qu'il y a deux personnes dans une pièce, il y a un rapport qui se met en place de négociation. Et donc, il peut y avoir une domination, il peut y avoir une entente qui ne soit pas de ce type de registre. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est une négociation permanente et d'autant plus lorsqu'il y a des enjeux amoureux, sexuels, conjugaux, de responsabilité dans un couple.
Et il se trouve que quand même, je n'apprendrai à personne le fait que régulièrement, dans une relation hétérosexuelle, ce sont plutôt les femmes qui en pâtissent et cette passivité rend aussi les femmes malheureuses. Et dans le roman Les Manquants, certes, Thomas est parti, il s'appelle Thomas, le mari du personnage qui s'appelle Claire, mais au début, évidemment, elle en est très malheureuse. Elle va raconter au commissaire son désarroi, son chagrin, mais à un moment, elle décide aussi de changer de vie et de changer même de logiciel par rapport à cette possibilité qui semble toujours la même, c'est-à-dire Thomas est parti, je vais me remettre en couple avec un autre type et puis on va refaire le même type de dynamique. En fait, elle décide de casser ça et d'inventer une autre manière d'habiter le monde. Et pourquoi j'ai voulu faire ce livre ? Et j'aurais pu en faire un essai politique, un essai féministe, mais j'ai voulu en faire un roman parce que pour moi, c'est plus fort de proposer des mondes lorsque on est dans un contexte romanesque. C'est quelque chose qui marque plus l'imaginaire et peut-être suscite des vocations, en tout cas donne envie de changer les choses. Parce qu'il y a deux fronts sur lesquels vous livrez le combat dans ce roman. Alors, il y a probablement un propos féministe, certainement un propos féministe, et puis il y a aussi une réflexion plus vaste, grand angle, sur le monde que nous habitons. Parce que c'est légèrement dystopique, ça se passe dans un futur qui n'est pas si lointain, où les denrées alimentaires sont de plus en plus rares, où le climat nous joue des tours plus marqués peut-être qu'encore ce n'est le cas aujourd'hui. Est-ce qu'on peut parler d'un roman révolutionnaire dans la mesure où vous proposez des solutions? Parce qu'il y en a des solutions dans le roman. C'est-à-dire que ces gens-là décident de s'organiser entre eux. C'est une autre forme de retour à la terre. Alors, nos parents, s'ils ont été un peu hippies, sont retournés à la terre. C'est une façon de rendre hommage à la commune, en fait, à toutes les communes, que ce soit celle commune de Paris, commune de Nantes. Voilà, donc c'est vraiment la forme commune qui est mise en scène dans ce livre, c'est-à-dire des femmes qui choisissent peut-être pas forcément de retourner à la terre, mais en tout cas de se saisir de savoirs et de techniques qui ont été capturés par le capitalisme. Alors, c'est ce qui m'a intéressé. Je trouve que c'est une vraie idée, celle-là. C'est-à-dire qu'on a été dépossédés, collectivement, hommes et femmes, de notre savoir-faire, où on s'est laissé déposséder parce qu'on est des victimes complaisantes, je pense. Je dis souvent la blague que s'il faut qu'il y ait une ampoule qui soit grillée à la maison, je vends la maison parce que je ne sais pas comment changer l'ampoule. C'est désespérant, mais ça dit quelque chose. Je n'ai aucune habilité technique. Oui, et le ticket d'entrée dans cette commune, c'était pour moi une façon de choquer le lecteur ou la lectrice, et j'espère que ça a fonctionné sur vous, Stéphane. C'est le fait que la question que l'on pose, c'est « qu'est-ce que tu sais faire ?» Et donc, lorsque, comme vous et moi, je crois, on a passé sa vie dans les livres, c'est pas facile de se dire « mince, je ne sais même pas comment faire pour m'alimenter », par exemple. C'est-à-dire faire pousser des légumes, bien m'occuper d'eux pour que qu'ils ne brûlent pas au soleil, ou je ne sais quoi, ou qu'ils soient mangés par les parasites, etc. Ou alors coudre, ou alors s'instruire aussi. Dans cette commune, il y a des enfants, donc qui va leur enseigner le français? On peut parler le français, mais l'enseigner, c'est quand même tout un métier. Et donc, je crois que notamment pendant le confinement, beaucoup de gens qui ont ce qu'on appelle des bullshit jobs ont réalisé qu'ils ne savaient rien faire et que finalement leur métier, je sais pas, je pense à des gens comme dans la banque ou traders par exemple, n'avaient absolument aucun intérêt dans la société et vraiment étaient même nuisibles, ou je pense aux publicitaires par exemple. Et donc il y a eu quand même un retour. Tous les publicitaires sont nuisibles? Oui, tout à fait. Et il y a eu un retour à ce moment-là. Oui, non, mais pour moi c'est évident. Et à des métiers tout à fait essentiels qui sont d'ailleurs dévalorisés et très mal payés, comme les aides-soignantes ou les professeurs ou les éboueurs, ou des gens qui finalement exercent des métiers essentiels à la survie et qui sont très dévalorisés dans la société. En tout cas, en France, ils sont très mal payés. Et déconsidérés par rapport à des traders ou des publicitaires qui gagnent beaucoup d'argent et qui sont donc très très valorisés mais qui servent à rien à part détruire la planète. Et donc le ticket d'entrée dans cette commune, c'est finalement qu'est-ce que tu sais faire. Et je crois que ce déclic par rapport à sa manière d'habiter le monde par le travail, c'est-à-dire
comment on gagne de l'argent et pourquoi et pour qui, comment le corps est-il mis en jeu dans ce travail. Par exemple, si vous exercez un travail dans un bureau et que pour pouvoir habiter votre corps, vous allez dans une salle et vous courez sur un petit tapis, c'est quand même une énergie vide par rapport à un métier comme agriculteur où finalement vous allez bêcher ou labourer la terre et donc votre corps sera mis en jeu et vous n'aurez pas besoin le soir d'aller courir sur un petit tapis. Et en plus, vous aurez non seulement fait du sport, mais vous aurez cultivé des choses qui vous serviront à vous nourrir et nourrir les autres, etc. Donc, c'est vrai que sans être une apologie du retour à la terre, hein, parce que c'est pas un livre naïf, je crois, c'est un livre qui remet en question le sens du travail, le sens de sa manière d'habiter la cité, Ou de ne pas ou de l'habiter. ne pas l'habiter, quels sont les savoirs que l'on a acquis ou que l'on délègue et qu'on préfère payer, donc qui ont aussi été capturés, donc une dépossession du savoir. Bref, je crois que c'est un roman quand même qui questionne assez sévèrement le capitalisme. Est-ce que vous avez lu de Denis Chénet, je pense, Tu crèveras comme les autres, Non. qui est une dystopie plus noire, beaucoup plus noire que ce que vous avez écrit, mais qui justement documente ce délitement. C'est par étapes. On n'arrive plus à mettre de l'essence dans nos voitures, puis soudainement les villes deviennent ingouvernables. Euh, c'est ce lent glissement vers disons, ce qu'on appelle classiquement une dystopie. Ça se passe en France. C'est parfaitement plausible. Oui, c'est Euh, plausible et j'ai eu cette tentation de faire un roman noir. Et soudain, je me suis dit, en fait, si je laisse le mal gagner, donc le mal dans ce livre est incarné par notamment la police aux c'est frontières. marrant que ce soit Oui, un seul accent bien sûr. circonflexe qui fasse la différence ici. Bien sûr. La police aux frontières, les contrôles policiers en permanence, mais aussi un État défaillant. Eh bien, en fait, si je ne laisse pas les révolutionnaires gagner, ça en fera un livre réactionnaire. Or, dans ce livre, j'ai voulu laisser à celles qui entrent en commune, sont d'ailleurs habitées par une culture politique de l'insurrection, hein, qui commence dès l'université et qu'elle perpétue 20 ans plus tard. J'ai envie de les laisser gagner parce que j'ai aussi envie de donner Espoir. espoir aux lecteurs et aux lectrices qui se bougent, qui vont dans la rue et qui manifestent leur mécontentement et qui inventent d'autres manières d'habiter leur vie. Et si on enterre en permanence dans les productions culturelles ce type d'initiative, c'est plombant et ça ne donne pas envie de s'insurger. Or, quand on dit, voilà, tu t'insurges, tu défroques, tu encore un terme religieux, tu quittes le monde tel qu'il est pour en inventer un autre, et en plus tu es récompensé parce que ça marche, je crois que là, ça en fait une œuvre révolutionnaire. Vous l'êtes un peu révolutionnaire, Alors, il se trouve que je vis au toujours risque de vous manier, de défroquer, pour employer votre propre mot. On peut défroquer peut-être de son rôle de citadin. Donc, je vais répondre de différentes manières. Quand j'ai été embauchée à Libération il y a quelque temps, et c'est un moment de rupture dans ma vie où je m'imaginais tout quitter pour aller faire du vin. Et donc, on m'a proposé ce poste qui était un poste rêvé, évidemment, de journaliste à plein temps à Libé. Et donc, j'ai accepté. J'en suis extrêmement heureuse et je pense que c'est ma place dans le monde pour Or, l'instant. votre meilleure amie ou une très bonne amie, Catherine, qui est un peu l'inspiration d'un de vos personnages, a fait le chemin inverse. Tout à fait, elle a était laissé journaliste à Libé. Libé, oui, pour aller faire du vin. Et c'est vrai que je m'imaginais avoir un mode de vie proche du sien, etc., qui est très frugal. Et bon, ce n'est pas ce qui s'est produit. Néanmoins, j'ai fait partie de cette population d'horribles publicitaires dont je parlais tout à l'heure. C'est aussi pour ça que je me permets d'en parler si durement. Quand j'avais la jeune trentaine, j'ai travaillé dans le monde de la pub à Paris. Et entre ce moment et aujourd'hui, je ne suis plus la même femme, je gagne beaucoup moins d'argent, je ne vis plus du tout de la même manière. Forcément, quand on vit de façon plus frugale, notre mode de vie change, donc on ne se déplace pas de la même manière, on ne voyage pas de la même manière, on ne consomme pas de la même manière, les loisirs sont différents, on ne peut pas s'acheter autant de vêtements, on peut pas... Toute la vie change, et je crois que d'une certaine manière, ce choix de la décroissance par le choix d'une émancipation intellectuelle, artistique, est une forme de renoncement à la vie d'avant. Après, c'est vrai que pour l'instant, en tout cas, c'est pas un choix radical. C'est-à-dire que je vis toujours à Paris, dans une grande ville. Bon, voilà. Mais c'est assez radical. Déjà d'être en rupture de banc avec, non pas la société de consommation, parce que vous y participez, que vous le vouliez ou non, mais de choisir jusqu'à quel point on sera consommateur. Moi, je pense que c'est déjà un acte assez révolutionnaire et que nous agissons plus durablement sur le monde par les choix qu'on fait tous les jours à répétition
qu'en allant voter une fois tous les 4 ans. Après, ça reste quand même une posture bourgeoise. C'est-à-dire qu'en fait, avoir le choix de la décroissance, ça veut dire qu'on a suffisamment de confort pour y renoncer ou qu'on n'a pas manqué suffisamment dans sa vie pour vouloir aussi accumuler et s'approprier des symboles de richesse qui réconfortent et qui consolent. Et je crois que ça, malheureusement, c'est Un sac Vuitton peut consoler. c'est un privilège. Non, mais ce serait une autre question. Je crois que c'est un privilège bourgeois de souhaiter la décroissance. Et ça, je crois qu'il ne faut pas l'oublier. Je ne l'oublie absolument pas. Je pense que c'est une posture. Et je pense qu'une C'est pas posture au une sens... pour nous, certainement. Est-ce que j'aurais, moi, les moyens de demander à des gens qui vivent dans le Sahel de vivre avec ma mauvaise conscience qui fait que je veux décroître? Non, non. Je trouve que c'est assez audacieux et extraordinairement condescendant. Et pour la question précédente, oui, je pense que des gens qui ne gagnent pas beaucoup d'argent, qui ont un métier dévalorisé, une femme de ménage, par exemple, peut économiser pendant 10 ans pour s'acheter un sac Vuitton parce que c'est quelque chose qui répare aussi un regard méprisant et le nombre inconsidérable, enfin très, très, très grand, j'imagine, de regards, de remarques, de sentiments d'être déclassé, etc. Et donc, c'est ce petit symbole qui, évidemment, rachète par l'argent ce décalage. Et je ne peux pas le condamner. C'est quelque chose que je comprends. J'aime cette réponse. Et le déclassement, je pense que c'est la pire des humiliations. Ça dépend, encore une fois, si c'est quelque chose qui est fait... s'il y a une compensation par le capital symbolique, c'est quelque chose qui peut être tout à fait... par exemple, dans mon cas, donc le fait de gagner moins d'argent, mais d'avoir un métier qui est valorisé, c'est-à-dire journaliste à Libé, c'est quelque chose qui, pour moi, fait qu'au final, j'y gagne. Et en fait, je suis consciente qu'il y a un rachat par le capital symbolique, culturel. D'appartenir à une grande institution ou de pouvoir appartenir même à un monde par extension. À un monde, et puis aussi exercer un métier intellectuel par rapport à d'autres métiers que j'ai pu faire qui n'étaient vraiment pas très intéressants. Mais il est justement paradoxal, votre métier aujourd'hui, puisque vous vous intéressez à la gastronomie, à la nourriture et au vin. Or, c'est un monde qui peut loger dans l'extrême luxe vulgaire ou dans la frugalité intelligente. Alors justement, et en général, on en parle comme un objet de luxe, rarement comme quelque chose. Et d'ailleurs, je pense que la frugalité est une forme luxueuse de vivre sa vie, mais c'est jamais vendu comme ça. Alors, à Libération, on a une chance inouïe de ne pas être muselé par des annonceurs. Donc, j'ai la chance de ne pas être obligée de parler de certaines marques ou de une certaine cuvée. On ne m'impose jamais des sujets. Et je parle de la gastronomie et du vin comme des clés de lecture du monde de la façon la plus sociologique et politique et économique possible. Donc, je vais toujours parler d'un tout petit producteur et très, très rarement, voire jamais, d'un grand champagne qui est façonné par un grand groupe coté en bourse, par exemple. Je n'ai pas voulu le nommer. Mais il m'arrive jamais de parler de LVMH, par exemple, ou alors c'est pour le critiquer. Et c'est pour moi important de revenir à l'essentiel autour de la nourriture et du vin, un peu comme ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire se décentrer par rapport à la survalorisation de la vie intellectuelle pour se questionner sur comment on s'alimente, comment on prend soin de son corps, comment on ingère des choses qui sont bonnes ou pas bonnes, et quel est ce chemin qui nous lie aux paysans, qui nous lie à l'agriculture, et qu'est-ce qui fait qu'entre les deux, il y a plein de pesticides, il y a plein de pénuries, il y a des kilomètres et des kilomètres avec du CO2 dans le ciel. Qu'est-ce qui fait qu'il y a eu une sorte de rupture entre le monde paysan, qui est si important, et nous, les citadins, qui achetons des choses sous plastique au supermarché? Mais je suis tenté aussi de souligner un autre paradoxe, c'est-à-dire que j'en suis de cette idée de la valorisation de l'agriculture telle qu'elle se pratiquait. Or, c'est l'agriculture industrielle qui a probablement permis d'éviter le pire à l'humanité. On a réussi à produire des calories de façon efficace, parce qu'il y a plein d'endroits dans le monde où n'eût été d'une agriculture plus efficace, souvent industrialisée,
bien des gens qui en auraient souffert. Bien sûr, c'est paradoxal l'idée qu'aujourd'hui, c'est réservé aux riches de pouvoir s'alimenter des produits du potager les plus frais, les plus bio, les plus locaux. En fait, ça nécessite soit d'avoir un petit jardin, donc en fait d'avoir une maison. Dans une grande ville, c'est compliqué, ou alors de vivre à proximité d'un producteur, à la campagne, etc. Et donc, c'est vrai qu'il y a une sorte de renversement maintenant, c'est-à-dire que ceux qui mangent le mieux sont finalement les plus proches des paysans. Donc, ça donne envie peut-être de revoir son plan de vie. Peut-être à long terme, je ne sais pas. Pour Est-ce l'instant, qu'on... je suis heureuse là où je suis. Michel Onfray avait écrit Le ventre des philosophes, si ma mémoire est bonne, il y a très, très, très longtemps. L'idée étant simple, si vous avez lu le livre, à moins qu'il ne soit indigeste à vos yeux de lectrice, euh, mais c'est que nous sommes beaucoup pensés, PAN peut-être, pensés parce qu'on mange. Oui, c'est vrai que le point de départ, en tout cas, de cette réflexion autour de la nourriture n'était pas si lié à la gourmandise elle-même, bien que j'aime donner des mots. Enfin, comment dire, je reste quand même une écrivaine, donc en fait, c'est un vrai plaisir pour moi d'écrire sur le vin ou d'écrire sur la nourriture, c'est un plaisir de la langue. Mais c'est vrai que le point de départ, c'était surtout d'étudier la société, par exemple, le féminisme dans le milieu viticole. Et ça a été un objet pour moi d'étude pendant 2 ans, où j'ai fait un podcast sur le sujet. Et donc, évidemment, on a parlé de vin, on a parlé de plaisir, mais on a surtout parlé des difficultés que rencontraient les femmes vigneronnes dans le milieu du vin. Donc, encore une fois, tout à l'heure, vous avez dit, le milieu de la gastronomie et du vin, c'est quand même le luxe. Certes, si on ne chronique que les restaurants étoilés qui excluent la majorité des gens, et finalement sont aussi pour des gens qui n'ont pas faim, en réalité, parce que voilà, les gens qui vont dans les restaurants étoilés ne sont pas morts de faim. C'est pas tout à fait mon approche de ces sujets. Mais en fait, la question était peut-être plus simplement, est-ce qu'on est ce qu'on mange? Euh, Dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es. je crois que non, c'est plus complexe que ça. Je crois que on mange ce qu'on peut manger. Et donc, c'est bien plus complexe que ça. Si vous aviez le choix entre être l'écrivaine que vous êtes, mais sans concession, sans compromis, à temps plein, et cet arbitrage que vous faites aujourd'hui entre le journalisme et le rôle d'écrivain, est-ce que ça serait un choix facile à faire? Non, très difficile. Après, le fait de travailler beaucoup pour le journal m'empêche d'avoir ce temps nécessaire à l'écriture, à la vie intérieure, et ça me manque, évidemment. Sauf que ça me nourrit aussi en tant qu'écrivaine. C'est des rencontres, des voyages, des bifurcations inattendues aussi parfois, qui évidemment, en tout cas j'ose l'espérer, vont un jour ressurgir dans un nouveau texte. Et puis vice-versa, c'est-à-dire que le fait d'écrire me donne aussi des outils du roman pour nourrir ma vie de journaliste, et notamment certains portraits, une sensibilité, une façon de regarder les gens, d'être attentif à leurs mouvements, à leur manière d'être. Et tout ça, ce sont des habitudes de romancière que j'utilise dans l'écriture. Donc pour moi, ces deux activités se répondent. Et puis le nombre d'écrivains qui ont aussi été journalistes, enfin, je veux dire, dans l'histoire de la littérature, il y en a beaucoup. Mais c'est juste une question de temps et de disposition intérieure. Et c'est vrai que pour avoir des bonnes phrases, pour avoir des choses intimes et profondes à dire, à soutenir, il faut du temps. Et ce temps, je l'ai de moins en moins. Êtes-vous toujours aussi intransigeante? Oui, de plus en plus. De plus en plus. Oui. Et on vit bien avec ça autour de vous? Non. Enfin, autour de moi, j'essaie d'être Mais ça peut douce. exclure beaucoup l'intransigeance. En tout cas, moi, je sais que ça me réveille la nuit quand j'ai oublié une virgule dans un chapeau, par exemple. Ça, c'est ce genre de maladie qui m'atteint. Mais non, c'est vrai que je Est-ce que suis... ça peut contaminer les rapports avec les autres? Parce que si on l'est tant pour soi et qu'on se réveille pour une virgule dans la nuit, on va immanquablement reprocher à l'autre d'avoir mal ponctué sa phrase. Comme par hasard, les gens qui me sont les plus proches sont aussi des gens très perfectionnistes et très, très obsédés par le travail. Et c'est quelque chose qui m'attire beaucoup. Donc, les gens qui sont très rigoureux ont de bonnes chances de susciter mon admiration. Donc, pour l'instant, je suis entourée de gens qui sont plutôt comme Rigoureux. ça. Oui, très rigoureux. Êtes-vous devenu l'artiste, puisque je pense que le mot s'applique, que vous rêviez d'être à 12, 13, 14 ans? J'avais reçu une belle carte postale d'Anne Hébert quand j'avais 15 ans. Elle venait de sortir un livre qui s'appelle Poèmes pour la main gauche. Et j'avais lu tous ses livres et je lui ai écrit à Paris et elle m'a répondu. Et elle a dit
je vous souhaite une vie d'écriture telle que vous la rêvez. Et je pense très souvent à cette phrase et je pense que j'ai réussi à vivre cette vie d'écriture. Et à Paris. Et à Paris. Marie-Ève Lacasse, merci. C'est un bonheur de tous les instants, cette conversation. Merci à vous. Ben voilà, c'est tout pour cette semaine. Était avec nous ici à Paris Adrien Beccaria qui s'occupait de notre réalisation. C'est Jeanne Croteau qui va faire l'assemblage au Canada. Marianne Grenon est notre recherchiste. Stéphane Bureau avec vous. À très bientôt.